Merci beaucoup, monsieur le professeur. Alors, dans les enceintes internationales, dans les enceintes multilatérales, chaque fois que des ministres ou des hauts fonctionnaires se rencontrent, il n'est pas rare qu'un procès en hypocrisie soit implicitement fait à la France lorsque celle-ci prétend défendre la diversité des langues dans le monde. Outre qu'elle n'est pas nécessairement un modèle de valorisation de sa pluralité linguistique interne, je rappelle néanmoins que la France a le patrimoine linguistique le plus riche d'Europe, vous l'évoquiez il y a un instant, puisque on ne compte pas moins de 75 langues de France qui seraient couramment parlées sur le territoire de la République. La politique de promotion du multilinguisme mise en œuvre par la France, notamment au sein de l'Union européenne, ne serait, s'il faut en croire ses partenaires, que le faux nez ou le masque trompeur d'une politique de promotion du français. Son ouverture vers les autres langues ne serait que de façade. Au reste, les Français passent pour maîtriser très mal les langues étrangères. Et son apparente générosité, son apparente ouverture vers les autres langues ne cacherait qu'un égoïsme foncier. Alors notons au passage qu'un procès symétrique est parfois fait à nos amis britanniques pour des raisons à la fois analogues et inverses. Leur insistance à mettre toutes les langues européennes sur un pied d'égalité au sein de l'Union, par exemple, voire d'y défendre les langues régionales et même les langues de l'immigration, n'aurait pour finalité, ce serait en fait leur hidden agenda, que de conforter la place de l'anglais, langue globale, en raison de l'impossibilité pratique de mettre en place, du moins dans toutes les situations de parole, des régimes de traduction ou d'interprétation de toutes les langues vers toutes les langues. Parce que lorsque l'on réduit les langues à leur fonction de communication, lorsqu'on les réduit aux avantages économiques qu'elles procurent, force est de constater que trop de diversité tue la diversité. Et donc, loin de faire l'objet d'un consensus qui ne s'exprime jamais que de manière rhétorique, notamment lorsqu'il s'agit de reconnaître l'égale dignité des langues, et qui nierait que toutes les langues sont égales en dignité. Lorsqu'il s'agit de reconnaître leurs égales capacités expressives, et les langues peuvent toutes exprimer le monde, le multilinguisme comme projet, comme modèle de coexistence des langues, est ainsi le théâtre, le terrain d'affrontements larvés où des intérêts géopolitiques croisent des partis pris idéologiques pour produire des positions parfois antagonistes. Alors, qu'en est-il réellement des positions françaises? C'est la question que j'ai voulu me poser aujourd'hui devant vous. Et face à ce grief de double jeu fait à la France, face à ce procès en hypocrisie fait parfois à la France, faut-il instruire un procès à charge ou à décharge? Alors, un bref rappel historique me paraît en premier lieu s'imposer. Pendant les décennies qui ont suivi la Première Guerre mondiale, avec la création au Quai d'Orsay d'un service des œuvres chargé d'apporter un appui gouvernemental aux nombreuses missions d'enseignement du français à travers le monde, et surtout au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il s'est agi de faire oublier par un rayonnement culturel les reculs économiques et militaires de la France après la défaite de 1940, et d'exercer ainsi une influence sans commune mesure avec la puissance réelle de notre pays, la France a poursuivi une politique volontariste de promotion du français, fidèle à une tradition de diffusion de la langue et de la culture française à l'étranger. Le phénomène n'est d'ailleurs pas nouveau. Je crois que c'est M. Graziani qui citait hier un responsable de l'Alliance française qui déclarait en 1894, c'est-à-dire quelques 25 ans après la défaite de la France en 1870, je cite, « Vaincue par les armes, la France est en train de reconquérir par la pensée l'empire du monde. » Et donc on ne peut pas dire plus nettement que la politique culturelle extérieure de la France est en réalité hantée par le spectre de la défaite, un spectre qu'elle s'efforce d'exorciser
par sa langue, par sa culture, par son art de vivre, par la conscience d'être porteuse d'un modèle de civilisation. Alors, retracer l'histoire de cette politique, dont il faudra mettre en évidence les succès, mais aussi marquer les limites, n'est pas aujourd'hui mon propos. Je me contenterai d'observer que cette volonté est relativement récente et caractérise la situation géopolitique de la France au milieu du XXe siècle. Auparavant, conformément à l'adage selon lequel c'est la langue qui suit l'empire, la langue française est spontanément portée par la puissance économique et militaire du pays qui en est le berceau, et sa promotion ne fait l'objet d'aucun effort. Or, au milieu du siècle dernier, les pouvoirs publics français ont voulu renverser l'adage traditionnel et ils ont pensé, à tort ou à raison, que l'influence pouvait cesser d'être indexée sur la puissance. À vrai dire, ils n'avaient pas vraiment le choix. Et ce faisant, ils ont d'ailleurs inventé, bien avant les Américains, ce que l'on appelle aujourd'hui, dans une langue qui n'est malheureusement pas la leur, le soft power, c'est-à-dire la conquête des esprits mise au service d'une volonté d'influence. Mais alors que le soft power à l'américaine, disons en français le pouvoir de convaincre, est censé faire oublier ce que peut avoir de rebutant le pouvoir de contraindre, ou l'usage de la force brute, l'ambition volontariste de promouvoir la langue et la culture française, elle, est censée, au contraire, pallier les effets d'un recul, d'une perte d'empire, et ce n'est donc pas du tout la même chose. Le soft power américain est l'additif heureux du hard power, qu'il s'agit littéralement d'adoucir, alors que l'influence française est l'ersatz malheureux de la puissance, qu'il s'agit de compenser. De Gaulle l'affirme explicitement dans ses discours. Il était convaincu, à juste titre d'ailleurs, que l'attrait exercé par une langue, son rayonnement au sens physique du terme, tenait pour une large part à la qualité, au rayonnement de la pensée, de l'art de vivre ou de la civilisation qui s'exprimait en elle. Et à l'époque moderne, la France a bénéficié plus que tout autre pays, peut-être, de cette radiation que ne justifiait ni le poids démographique, ni la puissance économique, ni la force militaire. Or, et c'est là que je voulais en venir, à partir des années 1990, disons à partir de la chute du mur de Berlin, qui marque symboliquement le triomphe planétaire d'un capitalisme adossé au modèle du libre-échange anglo-saxon, cette politique va connaître un changement radical en s'infléchissant progressivement vers la promotion de la diversité linguistique. Et trois dates me paraissent jalonner symboliquement l'histoire de ce qu'il faut bien appeler la conversion française au multilinguisme. En 1992, c'est l'année de l'ouverture des frontières en Europe à la circulation des marchandises grâce au marché unique, mais c'est aussi l'année où le français s'inscrit dans la Constitution de la République, vous le rappeliez il y a un instant. Les deux événements ne sont peut-être pas sans un rapport profond l'un avec l'autre. La France apporte son soutien à la déclaration de Barcelone. C'est une déclaration de la Commission européenne, enfin du Conseil de l'Union européenne plus exactement, déclaration de Barcelone qu'elle a d'ailleurs contribué à inspirer, et qui préconise l'apprentissage obligatoire de 2 langues étrangères dans les systèmes éducatifs européens. Sans toujours le dire ouvertement, la France, qui commence à se résigner à la suprématie de l'anglais, caresse le secret espoir que cette seconde langue soit le français. Et elle voit dans cette mesure le plus sûr moyen de conforter la place, qui reste considérable, de la langue française en Europe. Nous verrons qu'il sera cruellement déçu. Et donc, le plurilinguisme n'est alors qu'une arme au service de la promotion de la langue française. Deuxième date, 10 ans plus tard, donc aux alentours des années 2002, si vous voulez, la France joue un rôle décisif dans l'adoption par l'UNESCO d'une convention sur la diversité des expressions culturelles et artistiques. Et quoique cette convention n'ait pas directement la langue pour objet, le souci qui l'anime d'organiser le dialogue des cultures en permettant au pouvoir public d'intervenir pour éviter que les cultures les plus fortes
économiquement, écrase les plus faibles, exactement comme nous n'avons pas d'autre choix que d'organiser la diversité biologique face aux multiples attaques auxquelles la loi du profit soumet l'environnement, ce souci donc, qui n'aurait aucun sens si la diversité n'était pas reconnue comme un bien a priori, ce souci s'applique aussi implicitement aux langues. Et enfin, troisième date, en 2008, on peut considérer que la conversion de la France au multilinguisme est achevée. Alors qu'elle préside le Conseil de l'Union européenne, la France dépose et fait adopter par ses 26 partenaires une résolution sur le multilinguisme qui préconise notamment la mise en place de dispositifs pour organiser la coexistence des langues en Europe, l'apprentissage des langues étrangères, évidemment, mais aussi la traduction, parce que la traduction contribue à préserver les langues dans leur spécificité et à les valoriser dans leur richesse, dans leur spécificité, tout en permettant le passage d'une langue à l'autre. La diversité des langues, une chance pour l'Europe, pouvait-on lire sur la tribune des États généraux du multilinguisme, organisée par la France à la Sorbonne le 26 septembre 2008, alors que les citoyens européens étaient invités partout en Europe à fêter la Journée européenne des langues. Alors, la question que l'on peut se poser, la question que l'on doit se poser est la suivante. Est-ce que cette inflexion relève d'une habileté tactique, comme le laisseraient supposer les effets attendus de la déclaration de Barcelone, ou bien au contraire, est-ce qu'elle reflète un profond changement dans les esprits comme dans les politiques? La réponse ne va pas de soi, et il faut en chercher les éléments dans une analyse des raisons qui ont pu conduire la France à changer, sinon de cap, en tout cas de discours. La première raison, c'est sans doute, et c'est la plus évidente, l'inexorable poussée de la langue anglaise, que conforte, je l'ai dit, le triomphe du modèle anglo-saxon d'organisation de l'économie et de la société, poussée qui a pour corollaire le recul du français dans les relations internationales. Dans les relations internationales, mais pas nécessairement dans les sociétés. Parce que la demande de français dans le monde reste très forte, et le nombre de francophones ne cesse d'augmenter sous les effets conjugués de l'alphabétisation et de la démographie. Un indicateur permet de prendre la mesure de ce recul, mais qui concerne essentiellement la diplomatie, les relations internationales. C'est le pourcentage de documents produits en français par la Commission européenne. Alors qu'il s'élevait encore à 38% en 1996, contre 45% pour l'anglais, ce chiffre tombe à 26% en 2004, puis à 16,5% l'année suivante, qui est celle du décrochage. Et en 2010, le français, pour la première fois, avec 8,32% des documents produits en français, passe symboliquement sous la barre des 10%. Alors, les conséquences que choisissent de tirer de cette lente érosion les pouvoirs publics français sont à bien des égards contradictoires. Pour les uns, une partie des élites, celle-là même qui profite le plus de la mondialisation des échanges, la cause est entendue et elle est perdue. Portée par une inconsciente nostalgie d'empire et croyant le retrouver en se coulant dans le grand bain global, cette élite décide de faire sien l'adage américain « If you can't fight them, join them ». Je le dis en anglais. Et elle milite pour que l'anglais s'impose dans les milieux d'affaires. L'anglais est la langue des affaires, dit le baron Séguer, l'ancien président du patronat français. Dans les milieux d'affaires comme dans le monde de la recherche scientifique, c'est-à-dire les deux secteurs de la vie sociale où le choix d'une langue commune accompagne la recherche du profit comme le progrès du savoir et favorise de toute évidence le commerce des marchandises comme celui des esprits. Et l'urgence pour elle est à l'amélioration des compétences linguistiques en anglais de nos concitoyens. Et elle reprend volontiers le thème du multilinguisme, cette élite, mais, il faut le souligner, elle ne le conçoit pas autrement que sous la forme d'un bilinguisme français-anglais. J'ai le souvenir d'un malentendu dont j'ai été le témoin justement pendant les états généraux du multilinguisme. On avait invité un représentant du patronat français. Il a fait une apologie enthousiaste du multilinguisme, mais pour lui, multilinguisme, ça voulait dire apprendre l'anglais. Alors pour les autres,
Pour les autres, au contraire, c'est-à-dire la majorité de la population et une grande partie des élites françaises, qui profitent beaucoup moins de l'alignement sans condition sur le modèle anglo-saxon dominant, le français garde ses chances, ou plus exactement, il doit les garder, même s'il faut se résoudre à son changement de statut. Une langue à prétention universelle, il est devenu une simple langue d'influence. Mais la conviction se fait jour peu à peu qu'il ne se sauvera pas seul face à l'attrait exercé par une langue commune et aux pertes de fonctionnalité de toutes les langues au bénéfice de la plus forte qu'elle induit. Et l'alternative est la suivante. Ou bien, dans un monde où toutes les langues sont en contact, au moins virtuellement, avec toutes les langues, nous parviendrons à organiser leur coexistence, à préserver leur fonctionnalité, et alors le français conservera les atouts que lui confère non seulement le prestige de son histoire, le dynamisme démographique du pays qui en est le berceau. Et je rappelle que la France a le plus fort taux de fécondité en Europe, l'attrait exercé par ses territoires, etc. Mieux encore, la polyphonie organisée des langues européennes pourrait alors servir de modèle ou d'exemple pour le monde entier. Ou bien au contraire, un monolinguisme de fait en faveur de l'anglais s'imposera dans les relations entre les États et finira par contagion, par gagner l'ensemble de la société, l'ensemble européen, gageant les progrès de son unité sur des atteintes multiformes à son identité culturelle fondée sur la diversité. Et alors, le cadre légal mis en place par la France pour garantir le droit aux Français de ses citoyens, c'est celui sur lequel ma délégation est chargée de veiller, ne suffira pas à les protéger d'un basculement forcé ou consenti vers l'anglais, langue globale. Et donc, militer pour le multilinguisme, dans cette perspective, c'est donc bien contribuer à préserver les chances du français. D'autant que, dans le même temps, la France ne renonce nullement à défendre ou à promouvoir sa langue sur son territoire comme à l'extérieur de ses frontières, même si cet effort est amoindri par la pénurie budgétaire et affaibli par le ralliement, je dis, d'une partie des classes dirigeantes à la langue du plus fort. Cet effort, remarquons-le, trouve à se justifier dans l'un des effets les plus spectaculaires de la mondialisation, qui, dans l'exacte mesure où elle contribue à uniformiser la planète, a fait, par contre-coup, pour la première fois peut-être dans l'histoire de l'humanité, de la diversité une valeur. La diversité est devenue une valeur, et c'est un des effets de la mondialisation. Et c'est un événement considérable. Défendre sa langue, c'est défendre sa singularité, puisqu'une langue n'est pas seulement un outil de communication, mais l'expression d'une culture et un marqueur d'identité. Et plus que la langue française elle-même, je le dis souvent, ou tout autant que la langue française elle-même, c'est une idée française de la langue que les pouvoirs publics français défendent aujourd'hui. C'est l'idée que les langues ne sont pas interchangeables, c'est l'idée qu'on ne dit pas la même chose dans une langue et dans une autre, et on en fait d'ailleurs l'expérience, chacun d'entre nous, chaque fois que nous nous heurtons à des difficultés de traduction. C'est l'idée qu'une langue offre un point de vue sur le monde qui lui est propre, et dès lors qu'une langue exprime un rapport collectif avec le monde, une collectivité, un peuple, une nation, peut se reconnaître en elle et la charger d'enjeux identitaires qui dépassent largement sa fonction d'outil de communication. Pour le meilleur, lorsqu'il s'agit de rester soi-même, voyez la réussite historique du réveil linguistique québécois, ou pour le pire, lorsque l'attachement des citoyens à leur langue dégénère en querelle linguistique, voyez la virulence du débat linguistique aujourd'hui en Belgique, hier en Ukraine, etc. Toujours est-il que l'affirmation de préoccupations identitaires dans les opinions publiques européennes soucieuses de préserver leur identité culturelle, et quel peuple européen n'est pas sensible au rôle de sa langue dans l'exercice de la citoyenneté, à sa place dans le monde, etc. On s'en félicite ou qu'on le déplore, cette affirmation est un fait qui vient contrarier le glissement progressif vers une langue unique. Et la remarque vaut assez largement pour le reste du monde. Et donc, si militer, c'est là que je voulais en venir, si militer pour le multilinguisme, c'est préserver les chances du français, à l'inverse, promouvoir la langue française, c'est aussi préserver la possibilité d'un autre regard sur le monde
et affirmer la diversité comme valeur. Et après avoir été longtemps porté par une volonté hégémonique, le français porte aujourd'hui ce message de pluralité. Et de ce point de vue, dans leur politique linguistique, quel qu'en soit le terrain d'application, à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières, les pouvoirs publics français, en défendant leur langue, ont le sentiment d'œuvrer pour la diversité linguistique en général, donc pour le multilinguisme, entendu ici comme une donnée de fait, comme une caractéristique de l'humanité, comme une réalité, et de contribuer ainsi à la richesse de l'expérience humaine, à préserver la richesse de l'expérience humaine. Cette position est partagée par les instances officielles de la francophonie. Il leur arrive d'être portées par un enthousiasme conquérant et elles vont parfois jusqu'à prétendre, de manière un peu caricaturale, c'est vrai, qu'elles ne se battent plus pour le français, ce qui est un comble s'agissant d'une organisation dont c'est la raison d'être, mais qu'en réalité, elles se battent pour la diversité de toutes les langues dans le monde. Et cette position, elle a été exprimée récemment aussi avec une particulière clarté par le président de la République française, Nicolas Sarkozy, à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, le 20 mars dernier, le 20 mars 2010. Si une langue aussi puissante que le français ne réussit pas à survivre, je cite de mémoire, qu'en sera-t-il des autres? Se demandait-il. Autrement dit, en militant pour le français, la France se bat aussi pour toutes les langues de moindre diffusion. Et la conversion, ça c'est un point je crois important, la conversion de la France au multilinguisme, disons vertu de la diversité linguistique, a ainsi l'énorme avantage d'exonérer la diffusion volontariste du français du soupçon de néocolonialisme. Soupçon de néocolonialisme qui continue néanmoins ça ou là de s'exprimer, car il n'échappe à personne, évidemment, que dans le rapport de force entre les langues, dès lors qu'elles entrent en contact les unes avec les autres, les langues sont à la fois et simultanément dominatrices et dominées. La langue hégémonique, à un moment donné de l'histoire, faisant exception, bien entendu. Une langue de moindre diffusion est toujours une langue dominatrice pour une langue plus faible encore, comme le montrent les situations de bilinguisme. Le français, par exemple, qui redoute pour son intégrité la suprématie de l'anglais, ne fait pas exception dans son dialogue avec l'arabe au Maghreb, comme avec les langues africaines au sud du Sahara, mais l'arabe fait la même chose avec le berbère, et le swahili, j'imagine, fait la même chose avec les langues tribales de l'Afrique de l'Est. S'étant ainsi racheté une bonne conscience, la France aurait pu en rester là et se satisfaire d'une défense de sa langue avec l'espoir de parler pour le monde entier, enfin pour le monde entier moins le monde anglo-saxon bien entendu, et se contenter de légiférer par exemple, comme elle l'a fait en 1994, pour en garantir l'emploi contre la logique unificatrice des marchés. Elle aurait pu se contenter de le faire si les impératifs de l'échange, justement, dans un marché ouvert, je l'ai dit, depuis 1992, et de plus en plus avec les accords de l'Organisation mondiale du commerce, si les impératifs de l'échange et si le souci de prendre toute sa place dans la mondialisation ne l'avaient en quelque sorte rattrapé, et si ces impératifs ne s'étaient imposés. De ce point de vue, en effet, la politique française en faveur du multilinguisme, en cherchant à concilier l'attachement légitime des citoyens à leur langue nationale, voire aux langues régionales, avec la nécessité de faire circuler les biens, les capitaux, les marchandises, puis les hommes, grâce au programme de mobilité internationale, et bientôt les idées, les expressions culturelles et artistiques, sans que les langues ne fassent obstacle, comme on dit, à la communication. La politique en faveur du multilinguisme, donc, offre un bon compromis. Elle offre un bon compromis parce que, quand on y réfléchit une seconde, on peut donner plusieurs sens au mot multilinguisme, étant entendu que, dans tous les cas, le terme signifie à la fois une réalité et un projet. Une donnée de fait, vérifiable, observable, les hommes parlent plusieurs langues, et une volonté, une politique. Il faut bien réunir les conditions pour qu'il continue à le faire. Dans son acception la plus rigoureuse, et je dirais la plus neutre, le plurilinguisme, vous l'avez rappelé ce matin,
cher Monsieur Murat, le multilinguisme ne renvoie à rien d'autre qu'à la juxtaposition de plusieurs langues sur un même territoire. On dira ainsi que l'Europe, dans l'espace qui est le sien, il est vrai qu'on a quelques difficultés à en tracer les limites, on dira donc que l'Europe est multilingue. Les politiques européennes de la langue, en ce sens, ne visent à rien d'autre qu'à préserver la richesse d'un acquis historique, comme elle s'efforce de le faire pour le patrimoine européen dans son ensemble. La métaphore du multilinguisme, ce serait une mosaïque. Et on parle assez volontiers de la mosaïque des langues européennes. À chaque pays sa langue ou ses langues, chacun prend chez soi les mesures qu'il souhaite prendre pour là ou les préserver. La France se reconnaît tout à fait dans cette politique minimale, même si, bien entendu, elle la juge insuffisante puisqu'elle ne permet pas l'échange. Dans une deuxième conception, dans une deuxième acception du terme, le mot multilinguisme désigne la capacité d'un même individu à parler plusieurs langues et de manière active la nécessité pour cet individu d'en apprendre plus d'une, c'est-à-dire d'apprendre une langue qui n'est pas la sienne, en tout cas pas sa langue maternelle, et si possible, comme nous enjoint de le faire la Déclaration de Barcelone, au moins deux. La langue française a la chance, mais elle est à peu près la seule, d'avoir un terme distinct de multilinguisme pour distinguer à la fois cette faculté et cette nécessité, et c'est le mot plurilinguisme. Et de fait, la France a beau souffrir d'un complexe s'agissant de l'apprentissage des langues étrangères, son système éducatif, je crois qu'il faut le rappeler, est celui qui en Europe permet d'apprendre le plus grand nombre de langues en dehors du français. La vérité, l'accablante vérité oblige à dire que partout ailleurs en Europe, à l'exception de quelques pays, je crois comme l'Espagne, le plurilinguisme entendu comme une langue plus deux, loin de progresser, recule, essentiellement pour des raisons budgétaires, la plupart des pays considérant que l'effort à accomplir pour maîtriser, outre sa langue maternelle, on est évidemment partout loin du compte, comme le montrent les statistiques de l'illettrisme, pour maîtriser donc, outre sa langue maternelle, la langue dite globale, doit suffire au bonheur des peuples et des marchés boursiers. La Grande-Bretagne, dont les spin doctors, qui sont très habiles, célèbrent le multilinguisme au motif que plusieurs centaines de langues seraient parlées sur le territoire britannique, est ainsi le pays le moins plurilingue d'Europe, puisque l'apprentissage des langues étrangères y est en chute libre. Mais il y a une troisième acception du mot multilinguisme, qui combine les deux précédentes en les élargissant et permet de dépasser l'opposition entre promotion du français d'une part et promotion de la diversité linguistique d'autre part. Une acception qui la rend, à vrai dire, sans objet, cette opposition, et qui rend par là même sans objet mon propos d'aujourd'hui, et c'est pourquoi je m'achemine vers ma conclusion, c'est celle que tend, dans le meilleur des cas, à retenir la France. Et dans cette acception, le multilinguisme comme projet désigne une politique visant à permettre aux citoyens de s'exprimer dans leur langue maternelle, voire à leur en garantir le droit par la loi, tout en permettant le passage d'une langue à l'autre pour les besoins de la communication entre les peuples. Et c'est ce que fait la France, par exemple, en confiant à l'Organisation internationale de la francophonie la mise en œuvre d'un plan d'action pour le français en Europe, qui a permis de former à notre langue plusieurs milliers de hauts fonctionnaires appelés à représenter leur pays à Bruxelles au sein des institutions de l'Union européenne. Est-ce que c'était un esprit messianique ? La France aurait-elle renoué avec le souci de faire rayonner sa langue et aurait-elle la risible prétention de revenir à une époque où l'Europe parlait français, pour reprendre le titre d'un ouvrage célèbre de Marc Fumaroli? Pas du tout. Et ce qui le montre, c'est que ce plan est pratiquement sans effet sur la pratique effective du français sur le continent européen, comme en témoignent les statistiques que j'évoquais tout à l'heure. Je l'ai dit, la conversion de la France au multilinguisme est achevée. Mais ce plan a l'immense vertu, bien qu'il ne permette pas d'améliorer la pratique effective du français sur le continent européen, de permettre aux responsables français de s'exprimer en français, s'ils le souhaitent, dans les instances européennes, en ayant au moins l'assurance raisonnable d'être compris grâce aux compétences au moins réceptives acquises en français par leurs partenaires étrangers.
peuvent parler français tout en ayant l'assurance d'être compris. Et dans ce cas de figure, on pourrait dire, au risque du paradoxe, que c'est la promotion du français qui est le faux-nez d'une politique de défense du multilinguisme, et non l'inverse, comme on nous en fait souvent le reproche. Le multilinguisme, je le répète, consiste d'abord, chaque fois qu'il est possible, à parler sa langue, tout en étant compris, bien sûr, de son interlocuteur, sans quoi, évidemment, il vaut mieux être le mille Marceau. Alors, qu'il faille permettre aux citoyens de s'exprimer dans leur langue maternelle n'est pas seulement un projet, c'est une nécessité. Je rappelle que 4% seulement des Indiens parlent couramment anglais. Et, me dit-on, seuls 3% des Japonais parlent une langue étrangère. Je ne sais pas si c'est exact. La moitié des Européens ne parlent qu'une seule langue. Selon une enquête récente, 75% des Allemands préfèrent les sites web en allemand. Et donc ils ne les consultent pas en anglais. Et si vous ne parlez qu'anglais, vous ne pouvez pas avoir accès à 70% des pages publiées sur la toile, puisque l'anglais ne représente aujourd'hui que 30% des pages sur Internet. Mais dans le même temps, évidemment, il est impératif, sauf à s'enfermer derrière des frontières, et on sait qu'aujourd'hui les frontières sont illusoires, il est impératif donc de mettre en place des dispositifs qui permettent de passer d'une langue à l'autre. Et c'est pourquoi une politique des langues ne saurait aujourd'hui se limiter à la défense frileuse des langues nationales. 3 verbes la résument. Je me suis permis de le souligner récemment dans un entretien avec le Français dans le monde. Comprendre, au moins passivement, la langue des autres, en prenant appui, quand c'est possible, sur les parentés entre les langues. Et il existe aujourd'hui d'excellentes méthodes d'incompréhension. Comprendre donc, parler, parce que rien ne remplace évidemment l'apprentissage des langues étrangères pour aller au-devant d'autrui, pour accéder à sa culture. Parler plusieurs langues, c'est toujours accéder à plusieurs mondes. Et enfin, traduire, surtout traduire, parce que la traduction permet à la fois de passer d'une langue à l'autre et de maintenir sa langue propre en état d'exercice. Bref, le multilinguisme, dans cette conception, consiste à tenir les deux bouts de la chaîne. Et sans une politique de la langue ou des langues qui permettent à la fois de préserver des identités linguistiques et en même temps de favoriser leur rencontre, leur confrontation, leur compréhension réciproque, leur évolution, bref, leur coexistence, une langue unique finira par s'imposer. Et le défi qui est le nôtre aujourd'hui est de susciter un effort collectif pour organiser la diversité, c'est-à-dire pour permettre le passage d'une langue à l'autre et pour substituer à un régime vertical de tête-à-tête de chacune de nos langues nationales avec l'anglais, par ailleurs évidemment indispensable pour nos relations avec le monde anglo-saxon, un régime horizontal de passerelles et de réseaux tissés entre le plus grand nombre possible de langues, y compris, bien entendu, l'anglais. Tenir les deux bouts, jouer sur tous les tableaux. Pour conclure, je dirais que dans la définition de ces politiques culturelles extérieures, la France n'hésite pas à le faire, insistant tantôt pour affirmer une solidarité francophone sur le français comme outil de communication, c'est son utilité, et sur les avantages qu'il procure pour la compréhension entre les peuples, tantôt sur la diversité des langues comme expression de la diversité culturelle, pour affirmer par exemple une solidarité européenne. Et je crois qu'il ne faut pas voir là une contradiction, parce qu'une langue est indissolublement l'un et l'autre. Une langue est toujours un outil de communication et en même temps l'expression d'un rapport collectif avec le monde. Et c'est précisément parce qu'une langue, elle est deux choses à la fois, que la promotion d'une langue, quelle qu'elle soit, contribue à les faire vivre toutes. Et c'est en raison de cette ambiguïté fondatrice que la défense du français et la défense de la diversité linguistique peuvent être l'envers et l'avers d'une même médaille. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup, Monsieur Nord, pour cette excellente communication. Et maintenant, le débat est ouvert, le débat avec la salle. Et
ma méthode à moi, quand j'anime le débat, c'est qu'on prend plusieurs questions, plusieurs interventions d'affilée avant de laisser répondre aux conférenciers. Allez-y. Questions ou commentaires, remarques? Vous êtes convaincu? Bon. Question? Ah, allez-y. Monsieur. Pourquoi il m'a dit la même chose? Moi, je ne participe pas au pessimisme que je constate de temps en temps dans les colloques comme celui-ci par rapport à la langue, à l'anglais comme langue bien évidemment mondiale, parce que je crois que même si on parle des affaires, l'anglais ne suffit pas. C'est-à-dire que c'est une langue qui permet les contacts, les premiers contacts. Et ensuite, on passe à une autre langue, par exemple, quand on est hispanophone, on parle d'abord en anglais, et puis après on fait les affaires en espagnol. Donc, je ne sais pas ce qu'en pense notre conférencier. Pas d'autres questions? Oui, Oui, allez-y. Je vais dire à peu près la même chose. Vous pouvez noter. Oui, je voulais en fait dire un petit peu quelque chose dans le même sens. Lorsque j'étais professeur de FLE à Paris, d'Étoile, j'avais des élèves de différentes nationalités, en général des gens qui travaillaient en France, et des Polonais, des Européens, des Sud-Américains, et des Américains aussi. Et vous avez la question de la raison de leur apprentissage du français. Et ce sont les Américains qui m'ont tout répondu, mais enfin on ne comprend pas cette question. Le français, la France est quand même à l'époque la 4e puissance économique mondiale, je crois que maintenant c'est la 5e, la Chine qui passe devant. Et donc pour nous il est évident que pour faire des affaires avec la 4e puissance économique mondiale, il faut parler français. Donc il y a ça d'une part. Aussi d'autre part, le nombre de locuteurs francophones, je crois que le rapport récent de l'organisation de l'OIF dénombrait 220 millions de francophones, et donc placer le français en 9e position mondiale. Donc ça reste une langue sur le plan international très très significative. Donc tout ceci tout simplement pour nuancer juste peut-être la première partie de votre exposé. Vous décriviez le soft power comme moyen de compenser l'effacement économique relatif de la France. Il reste quand même la France reste quand même assez beau reste. Très beau reste. Très beau reste. Troisième question. Bonjour. C'est juste une petite remarque aussi concernant la politique linguistique de la France, dont vous avez parlé tout à l'heure, parfois par des impératifs budgétaires. Je crois que vous laissez quelques terrains vides devant d'autres normes. Moi, je ne parle pas ici de concurrence, mais un état de fait. Si je prends par exemple la situation d'Arabie Saoudite, de là où je viens, j'y suis depuis 23 ans. À un moment donné, il y avait une certaine politique linguistique. La situation de la langue française était très bien répandue et on a pu vraiment avoir des dizaines de milliers d'apprenants de français. Et à un moment donné, par une décision politique, je ne sais d'où elle est venue, ça a complètement chuté, pratiquement de 100% à presque 0,5%. Le problème a été posé et on l'a senti au moment de la guerre du Golfe. Pendant la guerre du Golfe, tout a été fermé devant les Saoudiens, devant les pays du Golfe, dans les pays anglophones. Les Saoudiens n'ont pas trouvé une porte ouverte. Et ça a commencé à mettre la politique. Actuellement, on essaye d'envoyer beaucoup d'étudiants en France, ne serait-ce que pour avoir un choix à un moment donné. Et je crois qu'à un moment donné, la France n'a pas réussi dans ce cas.
Merci. Merci. Bien. Et vous répondre à ces trois questions posées. C'est les complémentaires. Oui, d'accord. Oui, simplement deux petites remarques, demandes de précision. Dans les dates butoirs, aucune date ne concerne l'inscription de l'Organisation internationale de la francophonie dans le paysage d'une part, et qui a été une espèce de défense et illustration de la diversité, de cette politique de diversité linguistique et culturelle. Et puis 2008, effectivement, moi j'ai été très surpris par la facilité avec laquelle cette résolution sur le multilinguisme a été adoptée et les dispositifs qui allaient avec. Est-ce que vous ne pensez pas que tout ça est lié d'une part avec la montée des phénomènes identitaires en Europe qui pouvaient mettre en péril la construction européenne et la perspective à l'époque de l'adoption du traité de Lisbonne qui était l'impératif politique catégorique? Une question sur l'information des Français, c'est qu'avant, le gouvernement a essayé de diffuser le français à travers l'enseignement des Français. Mais à partir d'un certain moment, j'ai l'impression que la France a changé la politique pour. Il faut d'abord diffuser la pensée française, non pas à travers la langue française, mais avec d'autres langues, telles comme l'anglais par exemple. Et si on arrive à diffuser un certain nombre de pensées, bien la culture française, ça peut susciter les intérêts des gens pour qu'ils puissent apprendre ensuite la langue. Est-ce que ce genre de raisonnement est aussi capable à appliquer pour la protection, pour la défense du plurilinguisme et du multilinguisme? Moi, écoute, seulement. Oui, quand même. Merci beaucoup. Alors sur le pessimisme qui serait un peu la marque de fabrique des colloques sur la langue française dans le monde, je crois que il ne faut pas surestimer en effet la pression de l'anglais, et vous avez raison de le souligner. D'ailleurs, nos amis britanniques le disent eux-mêmes, n'est-ce pas, Michael Kelly? English is not enough, qui est le slogan sous lequel nos amis britanniques s'efforcent de persuader leurs compatriotes qu'il faut apprendre les langues étrangères. English is not enough parce que rien ne remplace la connaissance d'une langue étrangère pour conquérir les marchés. Vous avez raison de le dire. Et à bien des égards, si on peut se satisfaire d'un anglais minimal pour entrer en contact avec son partenaire, on ne vend bien que dans la langue du partenaire, n'est-ce pas? Cela a été dit à maintes reprises. Mais en même temps, il ne faut pas non plus pécher par angélisme et en sous-estimer la pression. Parce que l'on constate un peu partout, je pense qu'au Japon, on doit y être moins sensible pour toute une série de raisons qui tiennent à l'insularité de ce pays. Et parce que ce pays, j'y faisais allusion, je crois, hier soir, a inventé un modèle qui pour nous est tout à fait fascinant, et qui consiste à accéder à la modernité technologique et scientifique dans sa langue. S'il est vrai, mais cela demande à être confirmé, que moins de 3% de Japonais pratiquent une langue étrangère. Ce que je ne sais pas. N'est-ce pas? Mais partout ailleurs dans le monde, on observe ce que les linguistes appellent des pertes de fonctionnalité au bénéfice de la langue anglaise.
Qu'est-ce qu'une perte de fonctionnalité? Eh bien, cela signifie qu'une langue nationale est expulsée en quelque sorte d'un secteur de la vie sociale. On ne peut plus travailler dans sa langue, ou on ne peut plus faire de la recherche scientifique dans sa langue. Je rappelle que des filières d'enseignement supérieur en anglais se développent à une vitesse accélérée dans tous les systèmes d'enseignement supérieur européens. Et je rappelle que les dispositifs d'évaluation de la recherche scientifique exigent que l'on publie dans des revues anglo-saxonnes. Ce qui est à l'origine de phénomènes qu'il faut bien qualifier d'aliénation et parfois de très grande souffrance et même de désespérance chez des chercheurs qui ne peuvent plus s'exprimer dans leur langue. Parce que s'ils s'expriment dans leur langue, ils sont, au sens le plus littéral du terme, déclassés. Et il en est de même dans le fonctionnement de certaines entreprises, où non seulement des conseils d'administration travaillent exclusivement en anglais, alors même qu'ils ne sont pas en situation de communication internationale, mais en plus s'efforcent d'imposer à leurs salariés de travailler sur des modes d'emploi dans une langue qui n'est pas la leur, avec des risques pour leur sécurité. Et ce sont des phénomènes que l'on constate partout dans le monde, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas non plus sous-estimer la pression de la langue globale. Alors, la France aurait-elle encore de beaux restes, ou la politique culturelle de la France aurait-elle de beaux restes? Oui, bien sûr. J'évoquais tout à l'heure les atouts que conserve la France, son dynamisme démographique, sa place de puissance économique, etc. Ça ne me paraît pas faire de doute. Et c'est la raison pour laquelle vous avez raison d'observer que le soft power, mais je préfère, pour ma part, le dire en français, le pouvoir de convaincre, disons l'influence française, ne se réduit pas à pallier les effets d'une perte d'empire. Mais je voulais faire apparaître la différence conceptuelle qu'il peut y avoir entre le soft power à l'américaine et le pouvoir de convaincre ou l'influence à la française. C'était ce que je voulais souligner. Sur la pénurie budgétaire, comment ne pas la constater? Je crois que tous ceux qui ont la difficile mission, moi-même je l'ai eu dans des temps point trop éloignés, de promouvoir la langue et la culture française à l'étranger, ont pu constater une érosion continue des moyens. Cette érosion continue des moyens n'est pas seulement liée à une pénurie budgétaire, en fait, qu'il y ait moins d'argent. C'est aussi l'effet de ce qu'il faut bien appeler une relative aboulie politique, ou un défaut de volonté, ou une absence de volonté qui est liée, je l'ai dit, au ralliement d'une partie des élites en France, celle qui profite le plus de la mondialisation, à la langue globale. Se dit pourquoi promouvoir le français, après tout, parlons anglais, cela nous permettra de continuer à exister dans un grand monde global ou même multipolaire. Sur les dates butoirs, j'en ai choisi 3, j'aurais pu en choisir 3 autres. À vrai dire, nous manquons du recul historique pour se dire, tiens, il y a telle ou telle date qui est plus significative que d'autres. Et si j'évoque ces dates, ce n'est pas pour établir des relations de cause à effet, mais tout simplement pour illustrer par des jalons chronologiques ce que j'ai appelé la conversion de la France au multilinguisme. On aurait pu en effet choisir la date de la création de l'Organisation internationale de la francophonie, qui milite en effet pour la diversité. Quant à cette résolution sur le multilinguisme adoptée par la France en 2008, il n'est pas douteux en effet, et ça je crois l'avoir dit, qu'elle est en partie une réponse à l'affirmation de revendications identitaires que l'on constate partout en Europe et qui sont liées à la mondialisation.
Régis Debray a été un des premiers, je crois, à analyser assez finement le phénomène. Plus le monde s'uniformise et plus on est tenté de se replier sur des identités, fussent-elles imaginaires. Tout cela est parfaitement clair. Alors je voudrais dire un mot, parce que cela me semble particulièrement important, de la remarque faite par M. Nishiyama sur la diffusion de la pensée française dans d'autres langues. Ce n'est pas simplement une affaire d'influence. Ce n'est pas seulement l'idée que, comme le français a cessé d'être une langue à prétention universelle, à supposer qu'elle ne l'ait jamais été, on sait très bien que cette universalité est largement mythique, mais disons, comme le français n'est plus aujourd'hui la langue des élites, parce que ces élites ont profondément changé, ce ne sont plus des élites culturelles, ce sont des élites économiques, ce sont des élites qui sont essentiellement liées à des courants d'échange. Comme le français donc n'est plus la langue de l'élite, il faut diffuser la langue française, enfin, la pensée française dans une autre langue, et a priori en anglais, pour faire connaître les idées françaises, et avec l'espoir d'ailleurs que ces idées étant transmises dans d'autres langues, on ait envie d'apprendre le français. Le raisonnement se tient. Mais l'enjeu, ce n'est pas seulement l'influence française. L'enjeu essentiel, c'est la capacité pour les francophones de continuer à produire de la pensée en français. Parce que si nous ne pouvons plus écrire en français, nous cesserons de penser en français. Il faut donc continuer à écrire en français et à publier en français. Mais si on n'est plus compris du reste du monde, on cessera d'écrire en français. Et donc il faut traduire. Il faut traduire. C'est pourquoi je dis qu'une politique des langues, c'est une politique qui doit faire de la traduction son cheval de bataille privilégié. En France, aujourd'hui, une des mesures les plus urgentes à prendre, et j'y travaille avec quelques complices, notamment le président Legendre, que vous avez eu le plaisir de rencontrer hier, avec le représentant personnel du président de la République auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, Jean-Pierre Raffarin. Nous travaillons, enfin nous réfléchissons à la mise en place d'un dispositif qui permettrait de numériser et de mettre en ligne aussi souvent que possible des traductions de revues françaises en sciences sociales et humaines. Parce que si nous ne le faisons pas, nous cesserons de publier en français. Il faut penser en français et traduire en anglais. Et pour pouvoir continuer à penser en français, il faut traduire en anglais. Tout ça, c'est de la réelle politique. Ou alors, il faut s'enfermer dans des illusions d'un autre âge. Traduire en anglais et traduire aussi dans d'autres langues, bien sûr. Traduire en chinois, traduire en allemand, traduire en japonais. Fort heureusement, nos amis japonais font un très gros effort de traduction, ce qui nous permet de continuer à réfléchir.